Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 dans Voyage au bout de la nuit, notre rendez-vous littéraire où nous parcourons ensemble des classiques et des moins classiques de la littérature française ou étrangère. Et ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on se replonge ensemble dans l'univers de Gustave Flaubert. Alors, quelques mots sur Gustave Flaubert, sur cet illustre écrivain que vous avez forcément lu au cours de votre vie. Donc, c'est un écrivain français qui est né en 1821 et qui est mort en 1880 et qui a marqué la littérature française du fait de la profondeur de ses analyses psychologiques, mais aussi de son souci du réalisme et encore par son regard lucide sur les comportements des individus et de la société. Et ce qu'on retrouve notamment dans ses romans très connus de Madame Bovary, Salammbô ou encore L'éducation sentimentale. Mais ce soir, c'est avec un petit conte que nous allons passer la soirée qui s'intitule Un parfum à sentir et que Gustave Flaubert a écrit très jeune et qui nous offre déjà un magnifique portrait de femme qui annonce déjà l'inoubliable Madame Bovary. Voilà, donc avant de reprendre la lecture, car j'avais commencé la lecture déjà dans une émission précédente, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser ce hashtag pour interagir avec nous. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc je reprends la lecture à la page 50 et je vous souhaite une très très bonne soirée. Quand elle voyait danser Isabelle-Ada, elle demandait au ciel pourquoi la nature ne l'avait point faite ainsi, et elle haïssait la maîtresse de son mari. Dans ces moments-là, quand elle avait froid, quand elle voyait Pedrillo vivre heureux et content, alors elle était méchante et ne croyait plus en Dieu. Encore elle se serait passée d'argent, elle demanda de l'amour à la société, on lui rit à la face. De l'humanité, on lui montra le chemin de l'hôpital. De la pitié, c'est une baladine. Ah, de la pitié à une baladine, à une voleuse d'enfants, à une coureuse des rues. Eh bien, à cette société qui n'avait voulu lui donner ni pain, ni amour, ni pitié, elle voit la haine et la jalousie. À Dieu qu'elle avait imploré tant de fois, les genoux sur le pavé, les larmes aux yeux, à Dieu qui n'écouta pas ses prières, elle donna l'impitié à la nature qui l'avait maltraitée, le mépris. Aussi, quand elle voyait des gens riches, heureux, estimés, dont on prenait soin, elle leur souhaitait les calamités les plus grandes. Elle riait des prières des pauvres, de leurs vœux, de leurs reliques, et en passant, elle crachait sur le seuil des églises. Quand elle voyait une femme gracieuse au doux sourire, aux yeux tendres et langoureux, aux cheveux de jais, au cou d'albâtre, elle se moquait de la foule qui l'admirait. Elle disait « Qu'aurait-il fallu pour qu'elle fût comme moi ? Des cheveux d'une autre couleur, des yeux plus petits, une taille moins bien faite, et elle serait comme Marguerite. Si son mari ne l'avait point aimée, l'avait méprisée, l'avait battue, elle serait laide, méprisée comme Marguerite. » Dans ces pensées-là qu'elle avait alors, puis, peu à peu, elle s'assoupit. Elle dormait, le coude appuyé sur la table, la joue dans la main, et la chandelle brûlait toujours. Le lendemain, elle fut réveillée par la voix d'Ernesto qui se disputait avec Isabelle-Ada. Elle se mit à les écouter. « Pourquoi me l'avez-vous prise ? N'est-ce pas à moi ? Je veux la revoir. » Marguerite s'habilla à la hâte, se cacha derrière la voiture aux animaux et les regarda sans rien dire. Elle vit la sœur d'Isambard qui tenait la couverture d'un de ses enfants et qui ne voulait pas la lui rendre. Elle avait déjà bien d'autres motifs pour haïr cette femme, sans que celui-ci vînt s'y joindre encore. Elle ne put supporter plus longtemps cette vue, elle sauta en un seul bond sur elle, lui arracha la couchette. « Encore, toujours toi, Isabelle-Ada !» Elle prononça ce mot de la manière la plus dure qui lui était possible, car son harmonie lui déplaisait. « N'est-ce point assez, continua-t-elle avec verve et chaleur, n'est-ce point assez que tu viennes chez nous t'y établir, y dominer, y faire la souveraine, que tu prennes mon mari, que tu me l'enlèves tous les jours de ma couche pour le porter dans la tienne? N'est-ce pas assez, fille de Satan, de nous insulter en public par ta beauté que tu prostitues à l'admiration du premier venu? Dis, réponds, n'est-ce pas assez? L'infamie et l'outrage ne sont-ils pas portés assez haut sans que tu viennes encore arracher les linges qui cachent le sang de nos plaies? Il retombera sur toi ce sang, prends-y garde. Ah, les belles filles, les jolies, à qui tout le monde jette des fleurs, des louanges, de l'argent, vous nous donnez en échange le mépris, la honte et la misère? Tiens, Pedrillo, regarde, si je n'ai pas raison. Qu'y a-t-il, Isabelle-Ada?
Son enfant a voulu prendre la couverture du mien et Marguerite soutient que c'est à elle. Marguerite, qu'as-tu à dire? Elle ment, Pedrio, ne l'écoute pas. C'est toi, Marguerite. Et il la repoussa durement dans la tente. Là, elle s'arracha les cheveux, déchira ses habits, se roula par terre, se mit le visage en sang. Elle se releva. Il faut donc boire l'amertume jusqu'à la lie. Eh bien oui, encore, Isabellada, danse mieux s'il est possible. Pedrio aime-la plus encore, et moi, je vous haïrai davantage. Tout à coup, elle se jeta aux genoux de Pedrio qui entrait dans la tente au même moment. Que viens-tu faire ici? Prendre de l'argent. Pour qui? Pour elle. Ah oui, elle, toujours. Ah, Pedrio, tu l'aimes donc bien? Oui. Grâce. Oh, ne m'accable plus de sa présence, de son nom, de sa beauté. Je t'en prie, aime-moi. Que te faut-il pour te plaire? Mais je t'en prie, n'en parlons plus. Cette femme, le visage ensanglanté, les habits déchirés, pleurant, se tordant de rage à ses pieds, l'attendrit un moment. Que veux-tu, ma Marguerite? Pedrio, laisse-moi pour maintenant, mais un jour, quand elle, tu m'entends, elle, quand elle m'aura tué par ses insultes, tu sais comme le lion de Numidie rugit dans sa cage, tu sais avec quelle volupté il dévore la viande qu'on lui donne le soir. Eh bien un jour, je te demanderai le même honneur. Qu'as-tu, voyons, Marguerite? Reviens à toi. Ce que j'ai? Je suis jalouse. Ah, tu ne l'as jamais été, toi? Ce que j'ai, je suis folle peut-être, je n'en sais rien, mais je la hais et je t'aime. Il fait chaud, le soleil darde ses rayons sur la route pleine de poussière et les pommiers qui la bordent ont leurs feuilles toutes brûlées. C'est par ces vigoureuses chaleurs du mois de juin qu'il est doux de se laisser balloter par le mouvement de la calèche, de s'abandonner à quelques rêves pleins de poésie, tandis que le rideau bleu des vasistas sont fermés et laissent passer cependant quelques petits nuages de poussière chassés par le vent et qui vient couvrir vos habits. Cela est vrai, mais tout le monde ne voyage pas en calèche et nos baladins dormaient alors dans leur carriole. Marguerite et Pedrio marchent à pied et causent tous deux. Le silence n'était alors interrompu que par le son de leur voix qui se faisait seul entendre au milieu de la campagne, par le pas des chevaux sur la poussière et par le bourdonnement d'une abeille qui bourdonnait autour de la cage du lion et l'empêchait de se livrer à ses rêves. Car il en avait peut-être aussi, lui. Il pensait à son soleil d'Afrique, à sa tanière qu'il avait laissée bien loin, là-bas, dans d'autres pays. Il pensait à son vaste désert, à la lionne qui couchait avec lui sous l'ombre du palmier, et il mordait le bout de ses griffes avec mélancolie. Laissons-le penser à son bonheur parfois, laissons-le rêver à ses joies brutales et revenons aux peines de Marguerite. « Tu l'aimes donc bien ?» dit-elle tout à coup. « Eh bien oui, Marguerite, pourquoi toujours le demander? Que lui trouves-tu de bien? Tout? Mais tu m'ennuies, que veux-tu? La mort. Ah, tu es folle. Peut-être tu es méchant, je ne te demande pas l'amour, je ne te demande pas la pitié, mais je te demande la cause de cet amour, puis la mort après. Quant à la cause, je n'en sais rien, dit Pedrio d'un ton courroucé. Quant à la mort, je t'en prie, Marguerite, tu sais que l'homme a des accès de colère. Et la femme des accès de jalousie, répondit Marguerite en riant ironiquement. Oui, de jalousie, c'est-à-dire de haine. Je te demandais la cause de ton amour pour Isabellada, eh bien, moi, je vais te dire la cause de ma haine pour elle et pour toi. Marguerite prend garde. Non, la voilà la cause. Elle est belle, elle est belle parce que je suis laide. Tu l'aimes et je la hais, je hais ce qu'on aime. Tu es heureux, toi, je hais les heureux. Vous êtes riche et je hais les riches. Parce que on ne m'aime pas, parce que je suis malheureuse et misérable. Pourquoi, hein? Pedrio, pourquoi m'as-tu rejeté toujours comme quelque chose dont on a honte? Ah oui, parce que tu craignais la risée publique. Eh bien, je te hais parce que j'aime ce que la société méprise. J'aime les baladins, moi. J'aime les filles de joie et celles du dernier rang. Et je déteste ton Isabellada. Oh, si je pouvais, je l'écraserais sur mon pied. Avec quelle joie je piétinerais son corps, sur ses seins, sur sa tête, sur sa figure. Je la mangerais, je la dévorerais avec plaisir. Pedrio fit un geste de colère. Marguerite, prends garde, le lion est là dans sa cage, de grâce, finis pas un mot. Il fallait que tu fusses un homme sans pudeur et sans âme pour me mépriser ainsi, pour bafouer, pour salir, pour traîner dans la boue cette pauvre Marguerite qui t'aimait tant, qui s'est jetée dans tes bras pleine de poésie et d'amour, et que tu as repoussé du pied comme un chien gâleux qui veut lécher son maître. Oh Marguerite, Marguerite, tu vas me faire quelque chose d'odieux, d'horrible. Encore cette femme, elle avait des enfants et leur père les traitait sans pitié. Pas de pain quelquefois, et s'ils ne sont pas morts, c'est que Dieu a veillé sur eux. Le sanglier, la bête
Féroce, dévore quelquefois ses enfants, mais il ne fait pas périr dans les agonies de la faim. Eh bien oui, va, jette-moi si tu veux à ce lion, car si tu m'as abreuvé d'amertume, je t'empoisonnerai d'injures, d'insultes et de reproches. Écoute, écoute, j'en ai encore à dire, écoute, que je dise encore une fois que je hais Isabellada. Oui, je la déteste. Je voudrais l'avoir entre mes mains, l'écraser, la déchirer de mes ongles et plonger ma tête dans son sang et m'y désaltérer en la replongeant encore. Le lion rugit dans sa cage, il fait sonner sa queue, il remue sa crinière et la gueule ouverte, il attend une femme que Prédrio a dans les bras. Celui-ci ouvre la porte et la précipite. Déjà le fier animal l'avait saisie lorsque Isambard, survenu à ses rugissements, arracha Marguerite. Elle avait la poitrine déchirée et ses mains portaient l'empreinte de ses griffes. Quelle est cette femme qui sort en chancelant de l'hôpital ? Sa taille est grosse, ses cheveux rouges, son regard stupide. Un bonnet de dentelle avec des fleurs sales lui couvre la tête, ses habits sont déchirés et son aspect est misérable et fait pitié. C'est une folle. Vous voyez bien que son rire est étrange, et entrecoupé, qu'elle court, qu'elle s'arrête. Bien sûr, c'est une folle. Ses mains et son visage ont des balafres, bien sûr, c'est Marguerite. Oui, c'était elle. Elle marcha ainsi pendant 2 jours, ne sachant où elle allait, sans avoir rien pris, rien ramassé, rien que la boue qu'on lui jeta en passant. Les gamins couraient après elle, et lorsque elle se détournait pour leur dire « Il fallait que vous soyez sans pudeur et sans âme », sa figure grimaçait, son costume et ses fleurs sur le bonnet déchiré les faisaient rire, et il l'accablait de leurs huées et de leurs cris de dédain. Fatiguée, harassée, n'en pouvant plus, elle tomba presque évanouie sur le gazon d'un boulevard. Tout à coup, elle releva la tête, promena ses regards hébétés autour d'elle et s'écria d'une voix tonnante. « Mes enfants, où sont-ils ? Auguste, Ernesto, Géopha. » Un tilbury vient à passer, une grande dame s'y carrait à son aise, son cachemire blanc tombait derrière jusque sur le siège du domestique, les plumes blanches et noires de son chapeau s'agitaient avec grâce dans l'air, son sourire était doux, sa taille fine, elle paraissait heureuse, elle avait des diamants, un équipage, des cachemires et des colliers d'or. Marguerite courut vers elle, s'accrocha au rayon de la voiture et avec des trépignements de colère. « N'est-ce pas assez d'infamie et d'injures sans venir arracher le linge qui couvrait nos plaies ? C'est toi, Isabellada. Oh, va, je te reconnais bien. C'est toujours cet air de courtisane, cette taille impudique. » Elle ne se trompait pas. Un jour qu'Isabellada dansait sur la place, un grand seigneur la vit et depuis ce jour, elle devint sa dame de compagnie. « Quelle est cette femme ?» dit le monsieur qui était en tilbury. « Je ne sais, une folle, sans doute. »« Si je suis folle ? Peut-être. » « John, chassez-la. » Le domestique lui donna des coups de fouet sur le visage, mais elle restait toujours accrochée au rayon de la roue. « Non, je ne m'en irai pas, disait-elle. Écoute, écoute encore. Si tu m'as abreuvé d'amertume, je peux t'empoisonner d'insultes, de reproches et d'outrages. »« La folle !» criait le peuple en courant après Marguerite. Elle s'arrêta, se frappa le front. « La mort !» dit-elle en riant. Et elle se dirigea à grands pas vers la Seine. On venait de retirer un cadavre de l'eau et il était exposé à la morgue. C'était une femme, un bonnet de dentelle avec des fleurs sales lui couvrait la tête, ses habits étaient déchirés et laissaient voir des membres amaigris. Quelques mouches venaient bourdonner alentour et lécher le sang figé sur sa bouche entr'ouverte. Ses bras gonflés étaient bleuâtres et couverts de petites taches noires. Le soleil était sur son déclin et un de ses derniers rayons, perçant à travers les barreaux de la morgue, vint frapper sur ses yeux, à moitié fermés, et leur donner un éclat singulier. Ce corps couvert de balafres, de marques de griffures gonflées, verdâtres, déposées ainsi sur la dalle humide, était hideux et faisait mal à voir. L'odeur nauséabonde qui s'exhalait de ce cadavre en lambeaux et qui faisait éloigner tous les passants oisifs attira 2 élèves en médecine. « Tiens !» dit l'un d'eux après l'avoir considérée quelque temps. « Elle était à l'hôpital l'autre jour. » Il se tut et l'examina attentivement. C'était un véritable élève en médecine avec un habit vert, râpé, couvert de duvet, une casquette rouge et une pipe de faïence dans laquelle il fumait la fin Maryland. Le fin Maryland. « Mais si nous l'achetions, que voudrais-tu en faire ?»« Gare !» cria le voix d'un cocher. C'était celui de Tilbury de l'autre jour qui conduisait mademoiselle à l'opéra. Nos disciples d'Esculape se rangèrent aussitôt. En se retournant, le fumeur laissa tomber sa pipe. «
Sacré nom de Dieu, dit-il en frappant du pied. Voilà la 3e que je casse de la journée. 1er avril 1836. Maître Michel de Montaigne, Gascon, Docte et Prud'homme, Bordereau a dit: ceci est un livre de bonne foi, je donne mon avis, non comme bon, mais comme mien. Moi, je dirais aussi que c'est la bonne foi que sont écrites ces pages, et même je l'ai composée avec feu et enthousiasme. J'ai voulu tonner contre les préjugés et je ferais peut-être crier contre un auteur aussi imprudent que moi. Quant à ce que j'ai mis comme titre, un parfum à sentir, j'ai voulu dire par là que Marguerite était un parfum à sentir. J'aurais pu ajouter une fleur à voir, car pour Isabelle Ada, sa beauté était tout. Maintenant, de peur que la très sainte Église catholique, apostolique et romaine ne lance contre moi ses foudres à cause de mon titre cocasse, conte philosophique et moral, je me justifierai quand on m'aura fait la définition de ce qui est moral d'avec ce qui ne l'est pas. Vous savez peut-être pas quel plaisir c'est, composer, écrire. Or, écrire, c'est s'emparer du monde, de ses préjugés, de ses vertus et le résumer dans un livre. C'est sentir sa pensée naître, grandir, vivre, se dresser, debout sur son piédestal et y rester toujours. Je viens donc d'achever ce livre étrange, bizarre, incompréhensible. Le 1er chapitre, je l'ai fait un jour. J'ai été ensuite pendant 1 mois sans y travailler. En 1 semaine, j'en ai fait 5 autres. Et en 2 jours, je l'ai achevé. Je ne vous donnerai pas d'explication sur sa pensée philosophique. Elle en a une triste, amère, sombre et sceptique, cherchez-la. Je suis maintenant fatiguée, harassée, et je tombe de lassitude sur mon fauteuil sans avoir la force de vous remercier si vous m'avez lu, ni celle de vous engager à ne le pas faire si vous ne connaissez pas le titre de mon originale production. 1er avril 1836, Gustave Flaubert. Et voilà, donc c'est ainsi que s'achève ensemble notre lecture pour ce soir de Un parfum à sentir de Gustave Flaubert. J'espère que vous avez apprécié la lecture, vous avez apprécié ce roman, ce conte, cette nouvelle, et que vous avez hâte de connaître la suite d'une autre nouvelle qui s'appelle Passion et Vertu, qui fait partie des contes philosophiques de Gustave Flaubert et que je vais lire dans une prochaine émission. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.